Bienvenue dans le podcast de santé intégrative féminine Libère des mots. Nous abordons la santé préventive et curative des femmes, qu'elles soient mamans ou non, en bonne santé ou malades, en quête de leur physiologie ou en quête de sens. Le podcast met en lumière le travail des soignants des hôpitaux et des villes, des thérapeutes, à travers des parcours inspirants de femmes. Des expertises de santé autour des pathologies féminines durant les saisons sont parsemées en intersaison par des conseils, des astuces de santé féminine quotidienne et des méditations guidées pour toutes. Vous découvrirez aussi les mots des hommes qui soutiennent ou soignent les femmes. Lorsque l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Un grand merci à tous nos invités qui se livrent à vous, parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Bonjour. N'oubliez pas que la manière dont vous accompagne votre professionnel est autant liée à ses compétences qu'à son expérience personnelle face à la douleur. N'oubliez pas qu'il y a une particularité dans la douleur chronique cyclique liée à l'errance au moment de son diagnostic. Dans l'épisode 13 et 14 du podcast, des professionnels de santé et thérapeutes vous parlent de leur douleur et de l'impact de celle-ci dans les soins. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Hélène Gourbiti, docteur Hélène Gourbiti, qui a plusieurs cordes à son arc. C'est un médecin, mais qui fait plusieurs choses. Elle prend justement en charge les femmes. Et avec elle, aujourd'hui, on va aborder les douleurs des femmes. Et on va essayer, parce que c'est un sujet qui est très vaste, de vous donner des pistes. Et éventuellement, vous allez pouvoir poser des questions et on y répondra un peu plus tard en différé. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment vas-tu? Ben, ça va, très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de ton parcours et des prises en charge médicales que tu réalises? Alors, mon parcours, je suis avant tout médecin algologue. J'ai travaillé pendant pratiquement 15 ans sur le centre hospitalier de Berck, où par ma propension et j'ai toujours aimé la gynécologie médicale, je me suis occupée assez rapidement des douleurs pelviennes chroniques. À l'époque, on parlait beaucoup du canal d'Alcock et des douleurs périnéales. En parallèle, pour des raisons personnelles, au départ, je suis médecin généraliste et j'ai eu aussi, tout au début de mon parcours, un parcours en médecine du travail et d'ergonome, mais j'ai toujours été sensibilisée à la femme. Donc j'en parle parce que, du coup, dans mon activité, je prends aussi en compte, je dirais, les douleurs dans l'activité professionnelle des femmes. Oui. Et donc ensuite, donc pour des raisons personnelles, je me suis reformée, je me suis installée avec mon époux en ville, et donc je me suis reformée avec un DU de gynécologie médicale, puis j'ai été sollicitée par l'hôpital de Boulogne pour faire de l'orthogénie. Donc j'ai travaillé 4 ans et j'accompagnais les femmes dans cet événement de vie. Du coup, indirectement, ça nous amène à travailler sur les violences faites aux Oui, femmes tout à fait. et je travaille toujours d'ailleurs au centre de planification et aussi à la maison des adolescents. Oui. Actuellement, du coup, je travaille au centre de la douleur, avant tout sur Boulogne-sur-Mer, où, ayant cette activité à temps partiel en gynécologie médicale, j'ai essayé de me former un peu plus parce que je trouvais que le canal d'Alcock, ça n'expliquait pas tout dans les douleurs périnéales. Du coup, je suis allée à Avignon, me former à la thérapie manuelle périnéale avec le docteur Donneau, qui est un médecin rééducateur qui travaille beaucoup avec les kinés et les sages-femmes. Oui, je connais, j'ai déjà entendu parler de lui. Génial. Ouais, 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 du coup, c'est des visions un petit peu différentes mais Ouais. intéressantes qui permettent justement de se positionner et puis de travailler aussi avec les autres professionnels et de savoir un petit peu comment on travaille. Et ensuite, donc j'ai fait le DU donc de régulation des naissances, qui me permet d'avoir un petit peu cette approche sur les contraceptions. Et puis voilà, donc je pense que
dans ce domaine-là, maintenant, c'est un outil assez important parce que quand on fait que de la médecine générale, on n'a peut-être pas toutes ces petites fils, voilà, ces éléments un peu plus spécifiques. Et ensuite, j'ai fait le DU de douleurs pelviennes chroniques qui se trouve à Nantes avec Amélie Levesque. Et là-dessus, j'ai complété par un DU endométriose et adénomiose. Alors, ça paraît un petit peu, voilà, je fais beaucoup de DU parce que c'est un temps où je peux m'y consacrer pleinement et aussi parce que ça permet de rencontrer les équipes. Oui, tout à fait. Et je pense que ça permet d'avoir les approches. Par exemple, je pense à l'endométriose. C'est Lyon qui a beaucoup travaillé dessus, Oui. qui travaille beaucoup, hein. Je pense à toi qui fais du yoga. Mm. Ils ont eu tout un financement comme ça sur la mise en place du yoga et de l'endométriose avec des Mm. infirmiers qui se forment, etc. Ça me permet aussi de comprendre un peu comment travaillent les chirurgiens et c'est ce qui m'a amené en fait, en étant à Boulogne, l'équipe de gynéco, j'avais fait tout un topo sur les douleurs pelviennes chroniques et mon approche, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Je ne Mm. prétends pas tout savoir, je crois que plus on apprend, plus on sait qu'on ne sait pas grand-chose. Mais en tout cas, donc de prendre contact avec les gynécologues de Calais, Mm. et dedans, il y a des chirurgiens qui travaillent énormément sur la chirurgie et aussi parce qu'ils ont un service de PMA qui est bien rodé, Mm. et du coup, ils ont des réunions pluridisciplinaires. Et c'est vrai que j'avais quand même beaucoup de demandes avec des patientes de Calais qui venaient à Boulogne après. Donc du coup, moi, très terre à terre, je leur ai proposé de venir, moi, à Calais, À Calais, oui. une fois par semaine pour éviter aux patients de faire De se trop de déplacer. déplacements. Mm. Voilà, et ce qui m'a permis justement de bénéficier du travail qu'ils avaient déjà fait en ce qui concerne la pluridisciplinarité. J'avais déjà cette expertise, je dirais, cette pratique à Berck. On travaille, c'est vraiment un centre où justement il y a des kinés, des ergothérapeutes, des psychologues. Donc j'ai baigné toujours dans cette Mm. pluridisciplinarité. Et du coup, en arrivant à Calais assez rapidement, en fait, je suis arrivée en janvier, j'ai d'emblée dit qu'il fallait qu'on soit plusieurs. J'ai eu cette écoute à l'hôpital Ouais. avec la possibilité, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, je dirais, certes, j'ai une activité hospitalière, mais assez de la ville. Mm. Et je dirais que je travaille beaucoup sur cette interface ville-hôpital où je pense qu'il faut qu'on ait des professionnels en ville qui aient cette expertise. Oui, tout à Et fait. c'est souvent ce qui est un peu compliqué. Du coup, il y a tout un travail aussi, parce qu'on travaille bien avec les gens aussi, que Mm. l'on va voir, que l'on connaît un petit peu. Enfin, je pense que ça, c'est une réalité. Mm. Et donc, je connais pas mal les sages-femmes de Boulogne, je connais des kinés de Boulogne. Mm. Enfin, voilà, Ouais, le après, voilà, réseau ville, il est important, je voilà, pense, c'est dans ça. les prises en charge comme ça. Mm. Et du coup, à Calais, on commence, mais cet hôpital de jour qui réunit plusieurs professionnels. Donc, on a la chance d'avoir, nous, on a Marie-Caroline Henry, qui est une kinésithérapeute de ville, qui est très investie, qui avait des formations endométriose. Mm. Donc, les kinés, ils ont des formations assez typiques et ils ont des formations spécifiques sur l'endométriose et les douleurs pelviennes. Donc, c'est vrai que ces kinés qui ont cette approche-là, ça nous aide beaucoup. Ouais. On a la chance d'avoir l'infirmière douleur qui est là depuis très longtemps, qui a une bonne maîtrise parce qu'on travaille aussi beaucoup sur les douleurs neuropathiques. Mm. Oui. Donc, on fait du Cutenza aussi, hein, Mm. voilà. En travaillant à Boulogne, je bénéficie aussi de la RTMS, donc toutes les recherches sur douleurs pelviennes et RTMS, c'est aussi intéressant. Donc l'infirmière, on a une psychologue, qui est aussi très sensibilisée à ça, une sexologue. Alors ça, c'est denrée rare et on est très heureuse de l'avoir à nos côtés. On a une sage-femme acupunctrice parce Oui, que elle m'a contactée, je la connais en voilà, plus. Mm. c'est une approche, franchement, je ne comprends pas tout ce qu'ils font, hein. Mais en tout cas, voilà, moi je fais de la toxine botulique dans les douleurs de fascia. Il y a une dame qui a travaillé sur Limoges sur ça. Alors, je pense, mais je me trompe peut-être, hein, mais je pense que sur le neurovégétatif, ça semble peut-être nous aider. Mm. Et dans les fascias, rien que par la piqûre, en fait, Mm. on peut tirer On a sur ce déjà, oui, tout ah, à fait. voilà, On a déjà des actions. Mm. voilà. Mm. Donc, ça, il me semble qu'il me manque quelqu'un. Et la diététicienne, voilà. D'accord. On a Oui, une c'est une... diététicienne parce que
parce que l'impact digestif que peut parfois avoir l'endométriose, ce caractère et ce bain inflammatoire dans lequel baignent les femmes, Mmh. peut être aussi amélioré par le type d'alimentation qu'elles vont mettre en place. Tout à Il n'y a fait. pas une solution, il y a, je dirais que on cherche avec les femmes, hein. C'est un peu ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une médecine toute linéaire. Il faut écouter la femme aussi dans quel milieu elle évolue, Mmh. dans quel travail elle évolue, Mmh. quelles ressources elle a, est-ce qu'elle est épuisée, est-ce qu'elle ne l'est pas. Enfin, voilà, c'est des expertises et je pense que chacun doit tenir sa position parce que c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, je suis médecin, je ne suis pas psychologue, Mmh. je suis pas sexologue. Je pense que justement, je dis souvent, c'est un peu comme prendre une photo, chacun sous un angle différent, ce qui permet de nous approcher au mieux de ce que peut ressentir la patiente. Mmh. Mais le meilleur expert de la douleur, c'est toujours le patient lui-même, de toute façon. C'est beau. Et donc là, avec ton parcours, riche et puis tout ce que vous êtes en train de construire à Calais, je vais vous rencontrer là samedi. Si tu devais nous définir la douleur avec tes mots, ce serait quoi? Mmh. Alors après, je vais avoir une réponse un peu facile peut-être, mais bah, je trouve que la définition de la douleur, selon l'OMS, est une très belle définition. Mmh. C'est une sensation et une émotion désagréable Mmh. et on n'a pas toujours, avec mise en évidence de lésions ou pas, Mmh. Exactement. mais qui impactent sur tous les aspects. Et ça, c'est l'approche ergonomique, je dirais. C'est l'aspect qu'on connaît bien, biopsychosocial. Mmh. Euh, euh, et je suis assez sensible aussi à l'évolution de la société, parce qu'actuellement, on a une sorte de caisse de résonance Oui. sociétale. Alors, je dirais, et je vais peut-être faire grincer un peu des dents, mais et là aussi, je pense qu'il faut être assez professionnel et savoir aussi qu'il faudrait être attentif à ça. C'est-à-dire que la société, parfois, elle met le projecteur sur une maladie, dont tout le monde s'emballe, et après, on l'oublie. Et je pense que notre rôle en tant que médecin, c'est de tenter de garder cet aspect de science quand même par la preuve. Mmh. C'est-à-dire que on est là aussi pour aider les patientes à ne pas s'éparpiller. Alors, Oui, tout à fait. c'est le paradoxe parce que je vous dis c'est pluridisciplinaire et en même temps, il ne faut pas les éparpiller. Parce qu'aussi, tout simplement, et je dis, moi je suis un peu terre à terre, c'est que à force d'aller voir des gens différents, déjà ça coûte. Oui. Et puis forcément, je pense que, on va avoir des sons de cloche qui vont peut-être paraître paradoxales ou Mmh. contradictoires Ouais, tout à fait. et je pense qu'il faut se connaître entre professionnels pour, Mmh. moi je dis souvent, c'est comme si la patiente, elle était un chemin et nous on est les arbres qui bordent ce chemin, quoi Mmh. et on l'aide à trouver un peu en douleur chronique, on ne cherche pas forcément à guérir et on Ouais. ne guérira pas. On cherche à soulager. Et le soulagement passe aussi par nos capacités d'adaptation à cette douleur. Et c'est pas la mettre de côté, c'est pas négliger la douleur, c'est pas dire bah oui, bah faut vous habituer. C'est prendre conscience que euh, la- euh, il y a beaucoup de douleurs dont on ne guérit pas et Mmh. que la médecine, elle ne sait pas tout et qu'il y a beaucoup de douleurs que l'on garde. Et Ah, je trouve ça qu'après, à partir de là, il faut comment vivre avec mmh. aussi. Exactement. Aussi, pas que, mais moi, mon rôle, c'est d'essayer de soulager au maximum. Mmh. Mais après, on est aidé par tous ces professionnels pour aider sur les capacités d'adaptation, pour essayer d'aider à trouver du sens, parce que la Mmh. douleur n'a pas toujours du sens. Voilà. Ouais. Et je trouve, très intéressant ce que tu dis quand tu parles de cette, notion de connaissance entre professionnels pour aider justement la patiente à ne pas s'éparpiller parce qu'il manque des fois un fil rouge pour qu'elle puisse, à la fois rebondir et je pense que quand on se connaît, quand on oriente une personne vers, une kiné, ou un ostéopathe parce qu'on sait la manière dont la personne travaille,
Je pense que ça sécurise déjà et ça évite vraiment cet Mmh. éparpillement dont tu parles, justement. Est-ce que pour toi, nos hormones, enfin, je pense que je connais un peu la réponse, mais est-ce que nos hormones féminines influencent, nos douleurs? Alors ça, c'est le grand débat actuel, hein, c'est ce qu'on peut lire un peu partout sur les réseaux. Mmh. Alors j'inviterai les femmes à regarder un petit peu justement parce que j'ai de plus en plus de femmes qui ne veulent plus d'hormones. Ouais. Heu, nos hormones à nous les femmes, elles impactent. Mmh. Je veux dire quand on ne prend pas d'hormones, on voit bien que juste avant nos règles, on n'est pas à prendre avec des pincettes. Les règles, elles font mal Ouais. et elles font paradoxalement anormalement mal, Mmh. notamment dans l'endométriose. Mmh. Je trouve qu'il y a un certain paradoxe à l'heure actuelle, c'est dire, «Faut plus prendre d'hormones, faut plus prendre d'hormones, c'est pas naturel» et à côté, mais la nature, elle fait pas tout bien non plus. Mmh. Voilà et que, la médecine, elle tente de justement pallier à ces difficultés ben, de santé. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment des fois un amalgame entre le fait que c'est une hormonothérapie, donc un traitement qui peut être pris sur une durée, et puis juste une prise de pilule contraceptive. Et je crois que là, pour cette maladie-là, il y a vraiment une difficulté pour les patientes par rapport à ça. Et comme tu dis, je pense que parfois on oublie que nos hormones ont un impact sur nos douleurs et notamment le stress, hein, qui va modifier aussi nos douleurs et comment est-ce qu'on réagit à ça. Est-ce que pour toi, de ce fait, les hommes sont plus sensibles ou pas? Ou c'est nous qui sommes plus sensibles? Il y a eu des études à ça. Ah Alors, oui. c'est-à-dire que, par exemple, alors, à chaque fois, je me trompe dans le parce qu'il faudrait que je revoie un peu l'étude, ça a été fait et refait. Alors, j'espère ne pas me tromper pour dire que la femme s'adapte bien, je ne sais plus dans quel sens, c'est-à-dire qu'on avait prouvé que hormonalement, l'un des 2 s'habituait plus à la douleur aiguë et l'autre à la douleur chronique. Et ouais, je pense que c'est dans la douleur aiguë, les hommes gèrent mieux, je crois que c'est comme ça et la Mmh. douleur chronique, c'est la Ouais. femme. Ouais, c'est ce qu'elle disait aussi. Voilà et du coup, Je crois que tu voilà, mais ça a été prouvé, mmh. c'est hormonal, Mmh. voilà et je veux dire, on ne pourra jamais enlever le fait qu'à la puberté, les hommes sont bourrés de testostérone et ils attrapent des larges épaules et que nous, on a de l'œstrogène et on n'aura jamais de larges épaules, mais on n'aura pas non plus une voix grave. Donc et que les hormones influencent notre corps, oui, et c'est logique et c'est même physiologique. Et tu parlais des hormones et de la contraception. Moi, combien de fois je répète à mes patientes, avant, la femme, quand elle n'avait pas de contraception, elle avait 10 ou 13 enfants. Et physiologiquement, on est conçu pour ça. À Mmh. partir du moment où nos cycles se mettent en place, normalement, c'est pour faire des enfants. Alors, oublions pas que la femme qui avait 10 ou 13 enfants déjà, c'était pas rare qu'elle mourait en C'est couche. clair, hein, ouais, c'est vrai. Donc, au niveau cardiovasculaire, cette variation hormonale, c'est pas anodin. Que les femmes avant, elles paraissaient beaucoup plus vieilles très vite, parce Mmh. qu'elles avaient ces grossesses à répétition, Mmh. Oui. que nous, on le voit, hein, prenez des photos anciennes, on paraît quand même, on voit que notre corps subit moins ces transformations. Pourquoi? Mmh. Parce qu'on a moins de grossesses et que moins de grossesses, à l'époque, quand ils avaient 10 ou 13 enfants, je crois que c'est de l'ordre de 50 cycles sanguins que ces patientes avaient. Donc elles avaient 50 cycles de règles. Mmh. Nous, on est à 500. Donc la question, c'est la nature. Qu'est-ce qu'elle veut finalement? Est-ce qu'on n'est pas plus proche de la nature quand on saigne moins? Ouais, c'est vrai que c'est c'est vu dans cet angle-là, ça peut être vraiment paradoxal, effectivement. Mais parce que les hormones, quand ça monte fort, je prends l'exemple, on est à fort risque emboligène après un accouchement. Mmh. Je veux dire, et ça, c'est de la physiologie. Ça, c'est la nature. Mmh. Donc n'oublions pas tout ça. Parce que j'entends, hein, cette liberté de dire, voilà, mais la problématique, je dirais que c'est plus savoir dans notre alimentation. C'est-à-dire que la pilule, c'est une chose,
les hormones qui avaient été mises tout un temps dans l'alimentation, c'était, je pense, plus ça le problème. Voilà, Oui, c'était de mettre des hormones un peu partout. oui, oui. Là apparaît le problème. C'est d'ailleurs l'une Ah, des causes de la maladie, enfin, l'une des perturbateurs endocriniens qu'on a pu ingérer. c'est une des hypothèses. Mm. C'est une des C'est hypothèses. une des hypothèses, tout à Elle fait. n'est pas la seule. Ouais. Mm. Mais bon, après, je pense que c'est tout. On vit dans une histoire aussi médicale, on vit dans une histoire sociétale. Et je pense qu'il ne faut pas, en tout cas, moi, je pense qu'on s'est battu suffisamment pour avoir la contraception, pour être aussi assez honnête intellectuellement sur tout ce qu'elle nous a apporté. Mm. Mm. Et que quand on dit l'hormone, quelle que soit la contraception, il y a une influence sur notre humeur, oui, mais physiologiquement aussi. Je veux Mm. dire, on est tous d'accord pour dire qu'une femme enceinte, émotionnellement, ça part dans tous les sens, tellement il y a d'hormones. Donc oui, bah, Mm. mais je pense que, après, c'est plus peut-être de la philosophie et c'est purement personnel, mais est-ce que ces variabilités hormonales-là ne nous apprennent pas justement, nous, en tant que femmes, à développer notre capacité d'adaptation? Mm. Et On doit s'adapter. c'est ce que j'allais justement te demander. Est-ce que tu penses que la sensibilité et l'état de conscience modifié dans lequel nous met la douleur sont finalement utiles, peut-être pour qu'on puisse, nous, se reconnecter quelque part à nos propres besoins sans être très influencés et portés par la société? Parce que ça change quand même le comportement, une douleur. Et Oui, lorsqu'elle est chronique, en plus, comme ça, forcément, la manière dont on ressent les choses aussi. alors oui, alors où je tique un peu, c'est l'état de conscience modifié. Mm. En fait, tout ce qu'on sait, c'est que la douleur aiguë, a en fait, enfin, c'est de la neurologie, en fait, hein. Mm. Il y a toujours un nerf qui part de l'endroit douloureux, il y a un relais avec un deuxième nerf qui remonte à la moelle. Il y a un relais au thalamus et la réticulée, et il y a un troisième relais qui va du thalamus au cortex. Le cortex, c'est ce qui nous permet de prendre conscience de cette Mm. douleur, ce qui permet de réagir. C'est-à-dire que notre corps, physiologiquement, va à chaque endroit avoir un système de régulation de cette douleur. Mais là, je Mm. parle de la douleur aiguë. Mm. Une douleur aiguë, par définition, c'est moins de 3 mois. On assimile la douleur chronique aussi à certaines douleurs récidivantes. Et en ça, les douleurs de règles peuvent être comparées à une douleur chronique. Donc, ce mécanisme-là a un système de régulation, dont un qui est important, c'est la production d'endorphines. C'est-à-dire que le cortex va larguer de l'endorphine pour essayer de ne pas nous faire ressentir la douleur Mm. aiguë. D'ailleurs, les patients disent bien souvent, c'est pas au début que j'ai senti la douleur, c'est venu Oui. après. Mm. On est un peu baigné par cette endorphine qui nous protège. Normalement, l'endorphine, une fois qu'elle a été larguée, elle doit pouvoir être reproduite. Mm. Le problème, c'est que l'endorphine, je dirais, si on veut résumer, j'ai souvent coutume de dire à mes patientes, en gros, il y a 5 façons de créer l'endorphine: l'activité physique, l'activité sexuelle, la période où on tombe amoureux, mais elle est très courte, le rire et le chocolat noir. Et pour ceux qui ont l'oreille parfaite, c'est la musique. Et ben, pendant cette période-là, des 3 mois, où on n'est plus en capacité, par exemple, je me casse une jambe, je suis plus en capacité d'aller courir. Non. Donc, il faut 3 mois en règle générale pour être réparé d'une brûlure ou d'une fracture. Mm. Pendant cette période-là, je vais utiliser des antalgiques. Mm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je suis réparée, bah, je reprends ma vie d'avant, je Mm. recrée mes endorphines. Et donc, je vais faire taire un petit peu tous ces bruits. Quand c'est une douleur qui perdure, soit parce qu'elle est insuffisamment soulagée, soit parce qu'il y a une douleur neurologique, c'est-à-dire que le nerf est atteint, ça fait Mm. partie des douleurs chroniques, soit parce qu'il y a des douleurs qui récidivent sans arrêt, c'est-à-dire que je n'ai pas le temps de refaire mon taux d'endorphine. Mm. Et ben, à partir de là, on sait qu'il y a une modification cérébrale. Et ça, c'est l'IRM fonctionnel qui nous l'a montré, c'est-à-dire qu'on est Mm. capable de mettre en évidence l'activité cérébrale du cerveau. Et ce qui reste actif, c'est le thalamus et la réticulée, ou en tout cas les zones qui sont autour. Mm. La réticulée, c'est le centre de l'éveil. Mm. Donc en fait, je perds mon sommeil profond, un peu comme si je devenais un animal. Voilà. Ouais. Mm. C'est le cerveau, il Ok. dit, j'ai mal, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mal. Mm. La douleur égale danger. Mm. Danger égale je reste éveillé. Ouais. Trouble du Et deux, sommeil. bah oui,
C'est-à-dire que c'est pas que les patientes généralement ne dorment pas, c'est que le sommeil n'est pas récupérateur Tout à fait, c'est et ça. que le moindre bruit va venir En les alerte. voilà. Et l'autre élément qu'on a mieux compris progressivement, c'est que le thalamus, en gros, c'est notre disque dur central. Lui Mhm. aussi a des zones autour qui restent assez actives. Mhm. J'ai coutume, pour résumer, on pourrait dire que ça, c'est un peu les mécanismes d'hypervigilance. Mhm. Et quand on réfléchit bien, l'hypervigilance, c'est quoi? Il y a une forme un peu physique, c'est je dois être prêt à déguerpir. Donc en fait, je vais augmenter mon taux d'adrénaline. L'adrénaline, c'est Oui. une hormone de stress, ça n'a rien d'anormal. Le stress, c'est bien, ça nous permet de nous adapter, Mhm. mais ça crée la contracture. Mhm. On a tous eu, par exemple, un stress d'un seul coup, on sent bien cette adrénaline. Exact. Normalement, ça doit nous donner l'énergie pour se barrer et être en sécurité. Parfois, ça peut nous tétaniser. Donc, il faut imaginer qu'en douleur chronique, on ait un taux d'adrénaline qui est toujours là, qui va contribuer à conserver des contractures. Et la contracture, elle va se localiser où? Sur les zones douloureuses. Et l'autre élément d'hypervigilance, ça, il y a une étude sur le mécanisme anticipatif, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui ont été à calculer la vitesse où les zones actives de l'anticipation se mettaient en place. Et en fait, Wow. le cerveau, avant toute chose, va anticiper. C'est une machine à anticiper. Alors, elle anticipe quoi? Tout ce qu'elle a enregistré comme dangereux. Mhm. Et comment elle enregistre? Probablement, alors, je ne suis pas neurophysiologiste ni neuroscientifique, mais en tout cas, dans le cerveau, on sait que le thalamus est entouré du système limbique et ce système limbique va faire le lien avec nos émotions. Et on se souvient toujours plus de ce qui est émotionnellement hein, programmé. Oui, C'est-à-dire tout à fait. je vais me souvenir d'un truc super heureux ou super triste, voire même je saurai quelle robe j'ai mise ce jour-là. Mhm. Donc l'émotion, ça va me permettre de graver l'événement et du coup d'anticiper si je suis de nouveau en situation. Donc c'est pas un état, enfin c'était alors, tout ça pour dire que pour moi c'est pas un état de conscience modifié. C'est un Mhm. système physiologique que notre organisme met en place et que mon cerveau met en place pour essayer de s'adapter à la situation. Mais que penses-tu justement des patientes, elles le disent, moi souvent, elles sont vraiment en dissociation. Tu vois, Oui, alors, elles sont complètement, quand moi je parle d'état de conscience modifié, je sais qu'aujourd'hui, on voit plutôt ça comme quelque chose de positif, mais quand on remonte vraiment aux modifications psychologiques et psychiatriques que ça crée, enfin, dans la psyché en tout cas, la dissociation, elle est pas, elle nous protège, elle va arriver aussi dans ces états de stress forts. Et je sais que parfois, quand elles sont par exemple en méditation, il y a certaines, elles ressentent en elles ces états de stress qu'elles ont déjà pu avoir, qui sont vraiment à peu près similaires que ce qui s'enclenche quand elles sont submergées par la douleur. Donc, c'était plus dans ce sens-là que moi j'en parlais pour qu'on arrive justement toutes les deux à cette réflexion de comportement dissociatif que crée la douleur chronique parce que elle dure dans le temps et que la personne finalement elle s'est adaptée, elle a mis en place des mécanismes adaptatifs qui enfin, ne sont peut-être plus les bons et donc parfois on a du mal à pointer le doigt dessus et à désenclaver les choses en fait. alors, je ne suis pas psychologue et je ne prétends pas tout connaître. Alors là, à la SFETD cette année, Mm. on a repris un travail de Marie-Claude, j'oublie souvent son nom parce que on la connaissait personnellement à Berck, qui Mm. travaillait avec le professeur Blond et qui a beaucoup Oui. travaillé sur l'idée, est-ce que la douleur réactive des traumas anciens Oui. ou bien est-ce que la douleur fait trauma? Et en effet, la dissociation dans le traumatisme, ça a été étudié notamment avec les attentats. Mm. En état de stress, mais c'est comme dans un viol en fait, hein, c'est Oui. un état de stress important. Il y a un phénomène de dissociation pour Mm. se protéger. Alors, moi, quand mes patients en sont là, et cetera, heu, je pense qu'en effet que la douleur fait trauma. Mm. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, la douleur, c'est un moment où pour se protéger, je dis souvent: «Imaginez qu'on soit un crayon». Voilà, j'écris beaucoup, hein, comme un adulte, c'est ce que j'ai sous la main. Mm. Donc je dis souvent, c'est un peu comme si le corps, c'était le corps du crayon et la Mhm. tête, le bouchon. Mm.
Donc quand j'ai mal, l'idéal, c'est je vais d'abord séparer pour que Mmh. le corps se répare et Ouais. retourne vers la tête. Et la tête, en douleur aiguë, elle dit: «OK, tu es réparé, je reviens. C'est Nickel». trop mignon avec ton capuchon. Dans la douleur chronique, ça va pas. C'est-à-dire que le corps est encore douloureux. Donc Oui. le cerveau, il dit: «Oh, attends, moi je veux pas de ça. Tu étais comme ça avant, qu'est-ce que tu vas Mmh. devenir plus tard?» Mmh. Et c'est ça qui crée, alors pendant longtemps on a dit: «C'est une dépression». Bah, Oui. c'est un état émotionnel où ça va pas tout au long de notre journée, on fait que ça, on se dissocie, on se rassocie, on se dissocie, on se rassocie. Exactement. Mmh. Le corps et la tête, il faut qu'ils aillent ensemble. De toute façon, on est sur Terre, c'est grâce au corps. Donc, il faut bien qu'il y ait des moments où ils se retrouvent quand même, hein, et qu'ils soient d'accord sur la direction à prendre. Mais c'est là où je pense que le patient, réellement, est dans un état un peu traumatique. Mmh. C'est-à-dire que là, il va être sur un état de stress. Mmh. Et le moment où il se sent bien, finalement, moi qui ai un début d'hypnose, c'est le moment où, justement, il va être un petit peu libéré de tout ça. Mmh. Mmh. Et c'est pour ça que je pense que, souvent, moi, j'invite mes patients qui ont des douleurs chroniques à essayer de vivre le corps aussi par quelque chose d'agréable. Oui. C'est-à-dire que même si c'est se faire offrir une papouillothérapie, un soin du visage, mais allez-y. Parce que, voilà, on est en effet, il y a un proverbe qui dit, «Le corps est probablement pas assez grand pour tout ce qui se passe dans la tête». Et en effet, je pense que c'est pas toujours facile pour la tête d'accepter Mmh. d'être sur un corps, Mmh. euh, en tout cas qui change, parce que un corps qui est malade, un corps Mmh. qui a eu des fractures, un corps qui a été opéré, Mmh. bah, faut être sympa aussi avec lui en disant, bah, en effet, il peut plus faire ce que moi j'avais. Donc ça veut dire changer d'orientation, ça veut dire changer mes projets. Mmh. Et ça, faut le temps de l'accepter. C'est aussi un deuil. Oui, Mais c'est tout à fait. mais on peut voir ça aussi dans le vieillissement. Il y a des gens qui acceptent pas du tout de vieillir. C'est parce que le corps, il suit pas avec tout ce que la tête a encore. Parce que dans la tête, il y a toujours 20 ans. Et le corps, il dit: «Ben non, pas Reviens. 20 ans». Et c'est touchant ce que tu dis parce qu'effectivement, en médecine, traditionnelle chinoise, par exemple, pour eux, la douleur est justement liée, à un trouble de la circulation de l'énergie à travers les méridiens et ils disent justement que c'est le reflet du cœur qui ressent la pathologie dans le corps. C'est comme si pour eux, justement, le cœur n'arrivait plus à créer cette connexion, cette sensibilité «d'amour» entre guillemets qu'on peut avoir, envers nous et de continuer à battre en fait, pour que l'énergie, circule. J'ai vraiment une question aussi à te poser sur, la douleur de l'annonce. Je ne sais pas si ce mot te parle, aussi? La douleur de Hem, l'annonce. oui, alors c'est quelque chose je parle Mais beaucoup de ça avec les patientes. Je vais t'expliquer un peu ce que c'est. Je me suis rendu compte que, dans les patientes que j'accompagnais avec des approches de yoga, d'acupuncture, tout ça, qui étaient atteintes de cancer du sein, celles qui m'ont fait prendre conscience de ça, que finalement, il y avait une douleur qui se mettait en place quand on annonçait une pathologie et qu'au final, on oubliait souvent de la remettre entre guillemets sur, le début de l'histoire, enfin de cette nouvelle page qui s'écrit avec le diagnostic et ces patients me disent souvent quand on m'a dit elles disent, enfin, quand on m'a annoncé mon cancer du sein, j'ai eu mal au cœur. Enfin, j'ai senti des douleurs, alors que je n'en avais pas jusque-là et je me suis dit: «Mais effectivement» et je pense qu'il y a quelque chose, par exemple, avec l'endométriose où il y a des femmes qui ont leur errance et quand on leur annonce l'endométriose, elles sont soulagées parce qu'elles se disent: «OK, mais en fait, c'est bon, j'ai quelque chose finalement, c'est validé» et puis il y a vraiment cette sensation de douleur, qui peut s'installer en plus en disant: «Mais ça y est, je vais être, enfin j'en sais rien, je vais avoir un parcours, pour, de compliqué pour être enceinte», tout ce que ça engendre de justement savoir ce qu'on a aussi et c'est pour ça que je voulais évoquer avec toi cette notion. Est-ce que quand, on annonce, tu travailles l'annonce avec tes patientes? Comment ça s'est fait? Ce qu'elles ont ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé en elles? Est-ce que tu abordes ça? non, je t'avoue que, les consultations sont déjà bien longues. Ah oui, je me doute, on va parler de ce que tu vis. On passe beaucoup de temps à expliquer. Mmh. Hem, heu
Donc j'avoue ne pas, non, c'est vrai que je suis pas sensibilisée, en fait, moi, une partie de mon travail, Mmh. c'est, c'est aussi d'écouter la façon dont ils ressentent la douleur depuis le départ. C'est-à-dire que Oui. j'essaie beaucoup j'écoute. Souvent je leur dis: «Bah, ça a commencé comment?» Mmh. Voilà. Comment? Parce que ça va dépendre des cerveaux, je dirais. C'est-à-dire que la façon et rien qu'en écoutant ça, j'arrive à percevoir un petit peu ce qui se représente derrière. Parce que ça Mmh. aussi, et du coup, on travaille beaucoup plus sur ça, sur, ce qu'on appelle le cognitif. C'est-à-dire qu'est-ce que moi je mets derrière? Mmh. Ça, on a eu l'habitude justement à Berck avec les lombalgies, Mmh. Oui. quand on demande aux gens de se représenter, leur douleur, quelquefois c'est assez impressionnant, Ouais, c'est vrai. hein, quand ils alors et c'est peut-être aussi quelquefois ce qui peut être vécu comme, plus difficile par les patientes. Mmh. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, professionnels, on baigne dans la pathologie. Oui. On Et on connaît le corps, enfin, en tout cas, on essaie, de le connaître de Mmh. mieux en mieux. Donc il y a plein de choses qui nous paraissent, mais souvent je dis à mes étudiants: «Rappelez-vous toujours votre premier cours d'anatomie». Parce que, moi, le premier cours, j'ai fait: «Oh là là, je vais devoir regarder chaque terme dans le dictionnaire». C'était horrible. Ah ouais, oui, Et carrément, je me souviens aussi. et et en fait, après, et c'est vrai que quand on baigne dedans, on a l'impression que tout le monde connaît le corps comme nous, on le connaît. Mmh. C'est vrai. Et des choses qui nous paraissent complètement, logiques, en fait, en écoutant les gens, et je pense que moi, je pense qu'on n'apprend pas assez aux enfants comment ils sont faits. Oui. Là, et Mmh. j'entendais parler de sexualité en cours, beh oui, enfin moi je suis intervenue X fois dans les lycées, dans les collèges, mais c'est toujours à répéter et Ouais. c'est toujours à refaire, et tout ça, il y a rien d'inné. Donc il faut apprendre aux gens à savoir comment fonctionne leur corps, à savoir, voilà, et on n'est pas trop dans les professionnels avec tous je dirais Non. nos sons de cloche pour Mmh. essayer, d'aider les patients à mieux se connaître, Mmh. aussi. Donc c'est vrai que, pour revenir à ta question sur l'annonce et la douleur de l'annonce, c'est pas quelque chose, hem, voilà. Après je trouve justement là, peut-être intéressant qu'il y ait d'autres professionnels. Parce Mmh. que franchement, si je dois travailler chaque item, c'est pas 1 heure, parce que franchement, une première consultation, c'est souvent 3/4 d'heure, Oui. et alors il y a plein de peut-être que d'autres médecins travaillent autrement, et probablement, Mmh. mais Dans ton contenu de consultation, donc tu as trois quarts d'heure, tu vois la patiente. Est-ce que, qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que c'est toi qui crée justement, ce lien qu'elle va avoir avec les autres professionnels de ce ouais, parcours? souvent. D'accord, et tu mets en place, des antalgiques, comment ça se passe pour toi Oui, quand, bah, après, j'écoute la patiente parce qu'en fait, j'explique un petit peu tout ça, je fais des schémas. Mmh. Je leur dis un petit peu les pistes de travail. Mmh. C'est-à-dire que on va avoir, en fait, je dirais qu'on pourrait résumer en 3 types de douleurs dans l'endométriose. Mmh. Il y a les douleurs qu'on appelle nociceptives, qui sont comparables à tout ce qu'on peut avoir en aigu. Mmh. Donc il va y avoir les douleurs, déjà liées à la maladie de Mmh. l'endométriose. Mmh. La maladie de l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire liée à la présence d'œstrogène. Ouais. Donc déjà, si j'enlève l'œstrogène, j'améliore. C'est majoré à chaque règle, donc en effet, les œstrogènes et le traitement, continu, heu mais c'est un traitement continu Mmh. d'hormones à base de progestérone, puisque c'est un peu elle qui va contribuer à Balance. permettre d'arrêter les saignements. Mmh. Déjà là, on va améliorer la partie des douleurs. Ensuite, c'est une pathologie inflammatoire, donc les anti-inflammatoires. C'est une douleur, donc on peut prendre des antalgiques, palier 1, palier 2, Mmh. rarement palier 3, et je le déconseille. Pourquoi? Parce que c'est une douleur chronique bénigne et que les paliers 3, là, il y a le risque de dépendance, Tout à fait. Mmh. et c'est pas avec un morphinique qu'on se sent le plus, dans la tête. Après, comme c'est douloureux, on a des contractures musculaires. Ouais.
Donc là, le kiné est important. Mmh. Et les douleurs périnéales, c'est loin d'être évident parce que connaître son périnée, c'est pas si évident. Ah non. Et les muscles qui se fixent sur le périnée, c'est pas que les muscles périnéaux. Il y a Ouais. aussi les muscles lombopelviens, les Mmh. muscles pelviens, voilà. Donc, et les muscles sous-pelviens, c'est-à-dire qu'il y a des Mmh. muscles qui prennent une insertion sur le bassin et ensuite qui descendent dans les jambes. Donc, Dans les jambes, tout oui, à fait. il y a des patientes qui ont des douleurs de jambes également. Mmh. Hem, donc ça, c'est l'aspect kiné. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le fait de reprendre une activité physique, Mmh. c'est aussi recréer des endorphines. Carrément. Et puis même, comme tu disais tout à l'heure, moi je fais beaucoup de rééducation, du périnée avec le yoga parce que on a toujours on s'est toujours focalisé sur cette zone-là, mais non, enfin, c'est toute la mécanique qui est autour aussi, si elle est bloquée, comme tu parlais de contracture. Mmh. Mais en fait, toute cette zone-là va aussi être un peu plus bloquée et les douleurs vont s'auto-entretenir, en fait. Et l'activité physique en conscience aussi va beaucoup aider parce qu'il y a parfois des femmes qui continuent à faire des activités physiques, mais elles ont des positionnements délétères, elles entretiennent des compensations qu'elles ont mis en place pendant des années d'errance qui ne facilitent pas aussi une mécanique physiologique un peu plus enfin, réparatrice. Ouais. Mm. Alors là-dessus, ceux qui sont formés en posturologie nous aident aussi. Ils Mm. ont une approche qui est assez intéressante, sur l'esthétique en fait, Ouais. globale. Mm. Hem, Il y a Après toujours dans les douleurs nociceptives, après le côté tendinomusculaire, il y a le côté articulaire. Mm. Donc il n'est pas rare que les sacroiliacs soient malmenés. Exactement. On a aussi la jonction, de la dernière vertèbre thoracique, ce qu'on appelle T12L1. Il peut être responsable de douleurs, enfin nous on appelle ça un syndrome de Meigne. Là, c'est les ostéopathes qui vont nous aider. Mm. Elles ont souvent beaucoup mal là. Mm. Ouais. Donc ça, c'est tout ce qui est douleurs nociceptives. Ensuite, on a les douleurs neuropathiques. Donc pourquoi? Bah, parce que le nerf, je dis souvent, c'est comme une corde de bateau, hein. Si elle a pas de jeu, elle va être douloureuse. Mm. Alors, les patients qui ont déjà eu des chirurgies, maintenant, ils font vraiment bien attention, ils attaquent pas le nerf mais on n'est jamais à l'abri Ouais. d'un nerf qui a été étiré, et il n'est pas rare quand on va mettre un traitement contre la douleur neuropathique, notamment la Mhm. gabapentin, qui est un antiépileptique, on a une amélioration de la symptomatologie douloureuse. Mm. Alors, il y a aussi cet aspect, probablement neurovégétatif parce qu'en fait, le nerf pudendal, c'est le nerf du périnée. Or, c'est un des rares, avec le glossopharyngien, qui a dans sa structure des fibres qui vont vers les muscles, et Mm. cetera, et je dirais voilà, une action nerveuse un peu classique. Et puis, il transite aussi les fibres neurovégétatives qui vont vers Oui. la vessie Mm. et et vers le digestif. Mm. Et du coup, dans l'endométriose, on a ces hyperactivités vésicales Mm. et on a ces troubles digestifs. Alors, il n'est pas rare aussi que l'endométriose, si elle envahit la paroi du tube digestif, ça empêche d'avoir une lumière suffisante et donc on va être un petit peu impacté par ça. Mm. Et là, il faut de la chirurgie parfois, Ouais. complètement. Mm. Mais on peut aussi tenter d'agir un petit peu. Donc là-dessus, on va avoir non seulement des traitements antiépileptiques, mais aussi des appareils de Oui. neurostimulation qui vont bien nous aider. Mm. Et c'est aussi dans ce cadre-là où la RTMS, qui est une stimulation transcrânienne, en tout cas, on travaille beaucoup sur la RTMS et les douleurs neuropathiques. Et Mm. donc, il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur ça et la douleur pelvienne avec des bons retours. Et donc, ça aussi, c'est des pistes qui sont assez intéressantes parce que du coup, il n'y a pas de médicaments avec l'impact que ça peut avoir, Oui, tout à fait. Mm. hein. Et puis, alors, je n'ai pas parlé juste au-dessus de l'inflammation, j'y pense parce qu'on parle du tube digestif et c'est là où on va avoir l'aspect inflammatoire du tube Mm. digestif qui peut être impacté, d'où l'alimentation anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire. Mm. Tout à fait. Euh, Moi, souvent, je pose la question aussi du ballonnement, parce que le ballonnement, je trouve c'est quelque chose qui est à réfléchir. Parce qu'il y a des patients qui vont dire mon ventre gonfle uniquement quand je suis en crise. Elle parle bien de Mm. crise. Exactement.
Et il n'y a pas de parallèle qui est fait entre... Alors, on sait qu'on ballonne quand on a un obstacle digestif, ça on le sait, Oui, mais je me demande dans quelle mesure ce péritoine, il n'impacte pas aussi avec ce caractère inflammatoire, oui. justement. Euh, voilà. Par exemple, dernièrement, j'ai une patiente qui était tellement douloureuse, on lui a proposé finalement de mettre un patch de Cutenza. Un patch de Cutenza, c'est de la capsaïcine qui va traverser le système cutané Mm. et est indiqué au départ dans les allodines. Oui. Notamment, par exemple, quand on va faire une cœlioscopie, si on fait des cœlioscopies à répétition, il n'est pas rare que les points d'injection deviennent très sensibles et Douloureux. douloureux. On peut avoir ça aussi sur une cicatrice de césarienne, par exemple. Là, le Cutenza a toute sa place. Eh ben, on est étonné qu'après un patch de Cutenza, eh ben, il y a moins de plaintes de douleurs abdominales et moins de ballonnement. Mais voilà, après, c'est un cas et ça nécessiterait des Oui, études. une exploration, carrément. Voilà. Comme si les Donc, récepteurs de la peau pouvaient justement encore avoir beaucoup plus d'impact dans nos douleurs, quoi, en fait. semble, c'est déjà un petit peu. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde un embryon à 8 semaines, on peut voir que ces terminaisons nerveuses, faut toujours se rappeler que notre système nerveux, c'est d'abord fait de la périphérie vers la moelle. Quand on Oui, parle de la migration neuronale du fœtus et de l'importance que la femme enceinte ne boit pas, c'est parce qu'on a peur que lors de la migration neuronale, tout soit un peu ouais, impacté par la migration neuronale. Donc, on est bien une sorte d'arbre à l'envers, hein, c'est-à-dire qu'on a les racines, puis d'un seul coup, il y a le tronc qui monte et il y a le cerveau qui apparaît. Donc, on est avant tout, et quand on travaille chez la douleur du nouveau-né, qu'on a négligé très longtemps, maintenant, on fait quoi? On fait du peau à peau, oui, on des fait touchés, beaucoup de touchés. purée. Ouais. Voilà, on travaille sur ces récepteurs cutanés. Donc là, je parlais des douleurs neuropathiques, et je dirais que dans l'endométriose, il reste aussi ces douleurs qu'on appelle un peu plus nociplastiques, et ça, c'est lié au fait même d'avoir des douleurs chroniques et Chronique. récidivantes. Et ça, c'est... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'idée de la sensibilisation. Alors, la sensibilisation, c'est un peu comme un système de balance, en fait. J'ai ma douleur, j'ai mes contrôles de la douleur. Quand j'ai mal, c'est parce que la douleur est lourde. Donc, j'ai mes contrôles de la douleur, mon endorphine, par exemple, qu'on va larguer pour essayer. Donc, j'en ai moins pour faire remonter ma douleur. D'accord? Le problème, c'est le temps. C'est-à-dire que si je n'ai pas réussi à en refaire, c'est-à-dire que même si je soulage complètement, je n'ai toujours pas créé mes endorphines. Et ça, c'est de la sensibilisation. Et ça, on le connaît, c'est dans les douleurs chroniques. On a toujours une partie qui est liée à la sensibilisation par le fait même d'être une douleur chronique. C'est un peu comme si mon circuit de la douleur devrait être une route départementale utilisée de temps en temps. Et bien là, c'est une autoroute qu'on entend tout le temps. Ouais. Et est-ce que la chronothérapie, par exemple, prendre des traitements à des heures, si les patients se connaissent, si on les accompagne à se connaître, serait intéressant, justement? Alors là, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas quelqu'un de truc. Et je pense qu'en même temps, si on veut aider les patients à se sortir de ça, il ne faut pas non plus être trop draconien sur tout ce qui peut aider. En fait, c'est ça aussi. Est-ce que notre travail dans la douleur chronique, c'est aussi pas de contribuer à la chronicisation Du traitement. Bah ouais. Je pense que il faut faire tout son possible pour que les patientes aussi soient déconnectées un petit peu de tout ça. C'est comme si... Alors ça, on l'apprend avec l'hypnose. Hein. Quand je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, vous pensez à un éléphant rose. Oui, tout à fait. Donc, si tous les jours, je vous dis, alors vous avez mal où, bien sûr que je pense mais d'abord à la carrément. douleur. C'est clair. Et ça, c'est aussi à réfléchir. Quoi. Parce que je me rends compte qu'il y a des patientes qui arrivent, par exemple, quand elles ont des antalgiques qui sont prescrits à prendre pendant leurs règles. Certaines, en fait, avec l'observation, sont capables de me dire, mais en fait, moi, j'ai beaucoup plus mal à l'ovulation que quand j'ai mes règles. Et ça devient des fois intéressant de réadapter, comme tu disais, pour éviter cette chronicisation avec elles, les moments où elles ont vraiment besoin et de ne pas être dans une consommation excessive ou régulière et chronique, en fait, de l'antalgique. C'est là où je pense qu'il y a aussi cette expertise du patient. Oui, ce que tu disais. Alors, c'est pour ça, tu vois, moi, j'aime pas... après, je suis peut-être pas assez scientifique pour ça, mais voilà, la chrono...
Ben, ça veut dire on connaît parfaitement la pharmacopée, la biodisponibilité de nos traitements. Alors, moi, j'ai toujours appris ça de mes professeurs, que surtout utiliser les traitements dont vous avez l'habitude et que vous connaissez le mieux. Voilà. Mmh. Mmh. Bien sûr, après, c'est là où je pense qu'il faut laisser la part au patient. Avec son C'est-à-dire que, expertise. voilà, si je travaille de nuit, bah, je ne vais peut-être pas réagir pareil sur Ouais. le moment où je dois prendre mon médicament. Mmh. Et c'est tout ça aussi. C'est-à-dire que souvent, j'explique aux patients, mais j'aime pas le mot prendre en charge. Je ne prends pas en charge. Sinon, j'aurais plus d'eau à la fin de ma journée, hein. Non, j'essaie d'écouter, de comprendre. Je suis une clinicienne, Mmh. j'examine. Bien sûr que j'ai une culture médicamenteuse. Je ne la nie pas, bien au contraire, parce que ça nous aide bien et parce que je pense que le cerveau, parfois, il a besoin un petit peu, je dis souvent, de cette douche thérapeutique Mmh. pour être soulagé. Oui. Euh, Parce qu'on ne peut pas avoir un discours, oui, on va vous soulager, et jamais arriver à une solution. Le cerveau, il a besoin de vivre cette expérience pour adhérer. Mmh. Voilà. Donc, il faut qu'à tout prix, quand mon rôle, c'est d'avoir un diagnostic, Mmh. c'est d'avoir une clinique, de continuer à me former pour apprendre encore plus et d'être attentif à tout ce qui peut se passer sur les recherches scientifiques et les expériences de nos confrères et des grands pôles qui, eux, ont le temps, parce que, en toute honnêteté, nous, quand on est des thérapeutes de la périphérie, Oui. on consulte beaucoup. Moi, j'adorerais voilà, de faire des études, etc. J'ai pas le temps. Mmh. Voilà, Mmh. j'ai pas le temps. Euh, voilà, je dirais que euh, du coup, derrière, c'est pouvoir apporter, moi, en tant que médecin, ce que l'on a sur le marché et ce qui a prouvé son efficacité, tout en écoutant aussi que certaines patientes, elles vont me dire: «Non, mais là, je suis très mal». Euh, je pense au dienogeste qu'on a comme Oui. traitement. Il y a des Ouais. patientes qui ne le supportent pas bien. Donc, quelquefois, on change pour un autre. Alors, ça paraît bête, mais parfois, ça fonctionne. Donc, autant essayer, mais il ne faut pas hésiter non plus à changer, à À revenir sur... revenir. Voilà. Euh, Parce qu'on n'est pas la patiente, parce qu'on sait aussi qu'on n'a pas tous les mêmes réactions. On a cette expérience justement avec les contraceptions. Mmh. Il y a des patientes qui vont, sous progestérone, être pas bien du tout, gonflées. Il y en a d'autres, ça va aller très bien. Donc, bon, tout ça, on tente d'être le plus C'est attentif juste. Mmh. possible. Mmh. Voilà. En tout cas, c'était très, intéressant tout ce que tu nous as partagé. Je trouve que tes explications étaient à la fois, simples, enfin, très compréhensibles sur le cerveau parce que des fois c'est très, En et tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que je ouais. pense, c'est ce que... Voilà, après, il y a des bouquins qui sont bien faits, qui sont très didactiques, mais c'est vrai que ce qui est intéressant en douleur, c'est que c'est un domaine, je dirais, assez transversal, Mmh. qui parle d'humanité, je pense avant tout, Mmh. et qui intéresse beaucoup de domaines, c'est-à-dire ça intéresse la rhumato, ça intéresse les neuro, ça intéresse bien sûr ce côté. Alors, moi, je suis un petit peu, c'est le mot psychologique qui est tous les connotations qu'il y a derrière qui me gênent, Oui. parce que je pense qu'il faut se rappeler que la psychiatrie venait de la neurologie, hein, et c'est des neurosciences pour moi. Mmh. Quand on fait du cognitivo-comportemental, on travaille sur des neurosciences. C'est pas... Voilà. Et il y a beaucoup de choses grâce à l'IRM fonctionnel et grâce aux avancées actuellement avec des énormes IRM qui permettent de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. Et je Mmh. pense que là-dessus, en douleur, on bénéficie un petit peu des retombées de ces recherches qui ne sont pas toujours faits pour la douleur elle-même, hein, Oui, c'est vrai. mais pour d'autres choses.
notamment pour l'apprentissage. Je pensais à l'apprentissage de la lecture. Il y a beaucoup de Ouais. neurosciences qui ont été développées là-dedans. Et finalement, on comprend mieux comme ça, en parallèle, d'autres domaines. Je pense que, oui, on n'a pas fini de découvrir ce qui se passe là-dedans. Je pense que le message qu'il faut aussi passer, c'est que on a tous ces capacités d'adaptation. On peut s'adapter. Ça demande c'est pas facile parce que quand un circuit se crée dans notre cerveau, ça demande de l'énergie de créer un circuit. Donc le déconstruire, ça demande de l'énergie aussi et probablement plus que de le construire. Donc Ouais. voilà, et ça impacte pas simplement sur soi, mais aussi sur ceux avec qui on s'est construit. Ouais. On nous connaît sous une certaine forme et quand on change voilà, quand on change aussi pour les autres Ouais. et on se reconnaît à travers les autres aussi. Donc, enfin voilà, et c'est en ça où les psychologues là-dessus, je leur lègue le truc. Moi, je suis pas assez douée là-dedans. Voilà, et que parfois on a besoin des psychiatres aussi parce que je pense qu'on peut être qu'admiratif des femmes qui ont de l'endométriose et qui sont douloureuses, qui ont des parcours longs, euh, qui ont été face, parce que je pense que maintenant on peut mettre ça dans le passé, qui ont été face à une société pas forcément à l'écoute. Mm. Et en même temps, je pense qu'il faut être sympa avec les êtres humains, c'est-à-dire que même si elle n'était pas à l'écoute, dans quelle mesure aussi, parfois, ça n'a pas permis, en tout cas, moi, je suis étonnée des recherches et de cette expertise des patientes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on n'est pas écouté, eh ben, on se débrouille tout seul. Ouais. Et quand on se débrouille tout seul, eh ben, franchement, il y a Magnifique. Ouais. La résilience, elle est belle, hein. C'est beau. la Tout à fait. résilience est belle, c'est eux qui nous apprennent des choses. Hein. Voilà, Et c'est j'aime eux qui bien. nous disent d'aller chercher là-bas. Mm. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Vraiment, c'est très beau. Merci beaucoup, Hélène. Et puis, je ne sais pas si on se voit samedi, mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de Je ne serai partager. pas là, je dois Ok, descendre. Voilà, pas de souci, mais j'espère qu'on aura l'occasion. ouais, carrément. J'aimerais bien, moi aussi, apprendre le yoga. J'ai essayé plusieurs fois et ça m'a pas. C'était trop lent pour moi, je ne sais pas. Alors, je sais qu'il y a différents types de yoga. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il faut que j'aille frapper à d'autres portes pour comprendre un petit peu. Et en tout cas, je pense que en tout cas, c'est un outil que les patientes utilisent beaucoup et qui leur apporte beaucoup. Donc, je pense qu'il faut être à l'écoute de ce que ça peut apporter. Merci beaucoup, Hélène, et à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. À bientôt pour un prochain épisode Libère des mots.